merci beaucoup déjà de m'accueillir. Et puis on va voir je pense que ça matche bien avec la présentation qu'il y a eu juste avant. Donc c'est bien. Il va pas y avoir beaucoup de différences. Alors j'ai pas pris les mêmes exemples, le même point d'appui et tout, mais bon, je pense que ça va se rejoindre pas mal. Donc effectivement, alors moi j'ai choisi vraiment de se centrer sur recherche en informatique parce que c'est ce que je connais mieux. Face aux crises environnementales, alors moi j'aime bien commencer juste par me présenter pour qu'on sache d'où je parle. Donc moi je suis enseignante-chercheuse en informatique dans une école d'ingénieurs et puis dans un laboratoire qui est juste à côté. Je ne sais pas dans quel sens, mais bon, juste à côté. Et mes thématiques de recherche depuis quelques années, c'est les impacts environnementaux du numérique. Donc je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est juste pour situer. Et je suis membre de 2 collectifs, donc de Labo 1.5, qui est un collectif de personnel de la recherche qui a été créé en 2019 et qui maintenant est un GDR, CNRS et INRAE, et qui cherche à réduire l'empreinte environnementale de la recherche en France. Et du réseau GDS, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, parce que ça change en ce moment, les noms. Mais bon, Eco-Info, en tout cas, qui est aussi donc, un collectif CNRS et qui cherche à réduire les impacts environnementaux du numérique. Donc, je ne vais pas rappeler le contexte environnemental de façon générale, parce que je suppose que si vous êtes ici... Alors, il ne faut pas trop que je me tourne, je crois qu'on entend moins, c'est ça. J'ai remarqué ça quand tu parlais. Bref, le contexte environnemental de façon générale, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous le connaissez. Mais je présente juste cette courbe quand même parce que, donc il représente en noir les émissions de gaz à effet de serre historiques au niveau mondial. En bleu, celles qu'on est en train de suivre, en vert, celles qu'on aurait dû suivre pour arriver sur limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et en jaune, celles pour le scénario de 2 degrés. Je suis juste en train de demander si j'avais l'heure quelque part. Évidemment, on n'y est pas du tout. Et puis ce que je trouve intéressant avec cette courbe, c'est que ça montre bien surtout la différence entre les trajectoires, c'est assez visuel. Alors évidemment, vous le savez bien, les crises environnementales, ça ne se limite pas du tout à la crise climatique. Et c'est un problème systémique qu'on peut représenter de plein de façons. Ça ne se limite pas du tout aux enjeux climatiques, même si il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la partie climatique actuellement. Donc je vais avoir l'air de focaliser peut-être un petit peu là-dessus, mais ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que ce terme de crise environnementale, il est intéressant parce que si on est dans une situation de crise, je trouve ça étonnant qu'on ne le traite pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que par exemple, pendant la crise sanitaire, il y a beaucoup de laboratoires de recherche et de chercheurs alors spontanément ou pas, qui vont appliquer leur recherche au sujet du Covid. Et je n'ai pas l'impression que ce soit autant le cas sur les aspects environnementaux. Et ce qui me frappe souvent, c'est qu'en informatique, il y a beaucoup de recherches qui sont complètement déconnectées de ces problématiques-là, que ce soit dans les pratiques ou dans les thématiques qui sont abordées. Et alors qu'il me semble que ça devrait être de notre responsabilité de s'interroger au minimum sur nos travaux. Alors je dis il me semble, mais en fait c'est clairement pas du tout moi qui le dis. C'est un point qui est abordé par pas mal de gens, et notamment donc, le comité d'éthique du CNRS, le COMETS, donc, notamment, qui a donné son avis sur l'intégration des enjeux environnementaux à la conduite de la recherche dans un avis qui est paru en décembre dernier, si je me souviens bien, et donc qui indique que notamment on a une responsabilité de s'interroger sur les usages qui pourront être faits des connaissances qu'on produit et sur la manière dont ces derniers peuvent répondre aux problèmes que rencontre la société ou au contraire les pérenniser, voire les aggraver. Et sans surprise, ça fait aussi partie des textes, de certains textes qui ont été écrits par le collectif Labo 1.5 dont je parlais tout à l'heure, donc notamment celui que je cite ici, il parle de l'éthique environnementale de la recherche et date de mars 2022. Et donc, il affirme qu'il relève de la responsabilité individuelle et collective des scientifiques d'évaluer les impacts potentiels sur l'environnement de leurs propres travaux et de placer la limite entre des sujets à traiter et d'autres à laisser de côté en raison de leur impact négatif. Voilà, je trouvais ça intéressant de souligner ce point-là. Donc ça signifie qu'en tant que chercheur, il faut qu'on réfléchisse à nos thématiques de recherche et se les réapproprier. Donc ça a déjà été un petit peu dit juste avant, mais effectivement, il peut y avoir des tensions entre
est-ce qu'on est dans une recherche autonome qui se pose ses propres questions ou est-ce que les financements sont orientés, en tout cas, par les thématiques sont orientées par les financements. Effectivement, je vais vous montrer que les financements ne sont pas sur n'importe quelle thématique. Mais là, je voulais juste citer d'abord, pour commencer, deux petites citations d'Antoine Petit et de Bruno Sportis, donc respectivement PDG du CNRS et de l'INRIA, qui parlent de l'investissement dans la recherche et du rôle de l'INRIA en l'occurrence. Donc avec Antoine Petit qui dit que investir aujourd'hui dans la recherche, c'est aider la France et l'Europe à gagner les guerres et combats actuels, la lutte contre le changement climatique quand même, et une transition énergétique harmonieuse, la création d'emplois et de valeurs, le combat contre la radicalisation et les obscurantismes, une numérisation du monde au bénéfice du plus grand monde, tout ça. Alors, je passe sur le fait que la numérisation du monde, c'est forcément présenté comme quelque chose de positif, mais on voit surtout que la recherche, elle est vue comme un moyen d'atteindre des objectifs sociétaux, économiques ou militaires, avec lesquels on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est pas considéré comme une production pure de connaissances scientifiques. Et pareil pour Bruno Sportis, qui déclarait, ça c'est un compte-rendu d'une audition à l'Assemblée nationale en 2021, que l'INRIA devait accorder la priorité à son impact économique sur le tissu industriel français. Donc clairement, là, le choix des thématiques de recherche, il n'est pas complètement neutre. Et ça se voit aussi, par exemple, dans les thématiques des appels à projets. Donc là, c'est les thématiques de Horizon Europe. Donc, j'ai pris deux des slides des très nombreuses présentations d'Horizon Europe. Mais juste pour montrer que parmi les 3 impacts qui sont mis en avant, il y a vraiment une partie impact économique, clairement, avec le premier impact attendu qui est de générer une croissance basée sur l'innovation. C'est assez clair. Et puis, à droite, c'est les budgets. Je trouvais ça intéressant aussi de montrer le pilier 2, c'est la partie problématique prioritaire. Et on voit que je trouvais ça assez rigolo qu'à quelques euros près, enfin milliards d'euros près, millions d'euros près, plus précisément, le numérique a un budget, numérique, industrie, espace, un budget un peu plus important que climat, énergie et mobilité. Et puis, si on regarde maintenant au niveau français, donc ça, c'est dans les appels, ça, c'est dans le document décrivant les appels à projets génériques de l'ANR de cette année. Et j'ai repris les axes du domaine sciences du numérique. Il y a 6 axes proposés, vous voyez, fondement de numérique, IA, sciences et génie logiciel, interaction, un modèle numérique, technologie quantique, etc. Ce que vous ne voyez pas, par contre, c'est l'eutechnicisation. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'analyse de cycle de vie, impact environnementaux. Alors bon, là, vous me direz, il n'y a que les axes, mais j'ai regardé dans la description détaillée aussi. Voilà. Et puis, j'avoue que j'ai repris cette idée d'une conférence de Julien Carré qui regardait aussi les thématiques de l'ANR et puis qui parlait alors aussi de low-tech, mais lui, il montrait aussi qu'on ne trouvait pas non plus le mot-clé bébé chat, alors qu'il y a plein de PowerPoints de bébé chat qui circulent sur Internet. Enfin, tout ça pour dire que c'est clairement pas du tout pris au hasard et qu'il y a des thématiques qui sont absentes des financements. Et puis, de fait, c'est des questions qui sont peu traitées en informatique. Donc, alors effectivement, il y a des gens qui font de la recherche là-dessus, mais ça reste encore pas très large. Alors que il peut y avoir des thématiques qui ont potentiellement des bénéfices importants pour la société. Et donc là, par exemple, l'eutechnicisation, encore une fois, la résilience des infrastructures informatiques, les impacts environnementaux négatifs du numérique, etc., c'est des sujets qui sont assez peu traités en recherche. Alors, évidemment, c'est des problématiques qui sont compliquées à aborder en tant qu'informaticien parce que ça peut remettre en cause la place centrale de l'informatique et de la numérisation des sociétés. Quand on parle de low-tech, a priori, c'est en réduisant le numérique. Si on montre que les impacts environnementaux de la mise en place de solutions numériques sont beaucoup trop importants par rapport à quand on n'en met pas, ça veut dire aussi qu'on va réduire la place du numérique. Donc c'est sûr que c'est des choses qui peuvent être un petit peu compliquées à traiter en tant qu'informaticien. Et puis la chose qui fait que c'est pas forcément simple non plus, c'est que comme on touche à des sujets de société, ça implique aussi de mettre en œuvre pas que des compétences informatiques, mais de collaborer de façon interdisciplinaire, ce qui n'est pas forcément très simple. Voilà. Pour prendre l'exemple,
voilà, qu'on prend souvent sur l'effet rebond des véhicules autonomes. Si on essaye de regarder est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur l'environnement, alors on peut regarder les impacts directs des capteurs, caméras, etc., supplémentaires dont on a besoin pour faire des véhicules autonomes. Mais maintenant, si on essaye de regarder de façon un petit peu plus générale, il va falloir regarder aussi qu'est-ce que ça implique comme changement de comportement des utilisateurs, etc. Donc là, c'est clairement des questions qu'on ne peut pas traiter que d'un point de vue informatique. Alors, ensuite, donc, je voulais montrer quelques thématiques. Oula, ça s'est arrêté. Quelques thématiques de recherche qui peuvent aussi un petit peu émerger quand on s'interroge sur les liens entre informatique et environnement. Donc, la première chose, c'est de parler d'efficacité énergétique. Alors, ce qu'on observe dans le numérique, c'est que, en général, améliorer l'efficacité énergétique, ça ne conduit pas à une diminution, mais au contraire à une hausse de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone associée. Voilà, c'est ce qu'on voit là typiquement donc, sur la courbe que je montre, qui est issue d'un article de David Paul et des collègues de 2021. Là, même en améliorant l'efficacité de la technologie, alors le fait que la population augmente, mais surtout que l'utilisation de la technologie augmente encore plus, ça fait qu'au final, on a quand même une empreinte carbone qui augmente. Donc voilà, ça c'est effectivement ce dont Stéphane en parlait tout à l'heure, de ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors même si voilà, on peut dire que l'effet rebond, c'est voilà, quand on sort un peu de l'informatique, il y a des collègues qui vont dire que l'effet rebond, c'est le résultat inévitable d'une mauvaise modélisation du problème. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut sortir de l'optimisation, ou en tout cas, on ne peut pas se contenter d'optimiser. Donc ça, c'est un changement de paradigme important pour l'informatique parce que l'optimisation de système, c'était quand même au cœur de nos métiers. On peut se dire aussi qu'on va travailler sur l'application de systèmes informatiques à des problèmes environnementaux. Donc si vous avez une image d'un article de David Rodnick et de nombreux collègues qui a fait un état de l'art de systèmes d'apprentissage automatique pour montrer les potentiels de réduction des émissions des gaz à effet de serre avec ce type de système. Donc c'est un article qu'on a étudié avec des collègues et notamment on a catégorisé en fait le type d'évaluation environnementale dans les références de ce papier état de l'art. Donc on a étudié 57 articles et on a regardé est-ce que ces articles évaluent le gain environnemental avec l'introduction de ce système d'apprentissage automatique. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails des catégories, mais globalement ABC c'est les catégories, il n'y a pas d'évaluation du gain environnemental correct. La D, c'était, il y a une évaluation du gain énergétique, mais sans prendre en compte celui du programme d'apprentissage automatique. Puis on avait aussi d'autres catégories. Donc, par exemple, ça prend en compte l'évaluation, l'énergie du programme informatique, ça prend en compte toute l'analyse du cycle de vie, ou ça prend en compte les effets rebonds, etc., mais qu'on n'a jamais utilisé, puisque ça n'est jamais arrivé. Donc, ça veut dire que c'est une illustration du fait que tout ce qui est étude d'impact dans ces applications, c'est très biaisé. Et c'est quelque chose qui a été aussi noté par un travail d'Aina Rassoldier et ses encadrants de thèse, qui a resitué ça un petit peu de façon plus générale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le cycle de vie est rarement pris en compte dans le périmètre. Les effets indirects, pareil. Le scénario de référence auquel celui de l'article est comparé, il est souvent pas explicité ni réaliste. Donc, par exemple, pour montrer les bénéfices d'une application de covoiturage, on va calculer ça en supposant que tous les covoitureurs, sinon, ils auraient pris leur voiture individuellement sans cette application et non pas les transports en commun ou des mobilités actives. Donc, clairement, c'est un petit peu biaisé comme scénario de référence. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les études, elles sont déconnectées des scénarios globaux. Donc, on va avoir des bénéfices de 0,3% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sachant qu'en plus, il y a des incertitudes monstrueuses, ce qui n'est pas du tout en lien avec les scénarios de réduction globaux. Donc, alors évidemment, c'est une question qui est difficile et c'est pas simple de calculer les gains environnementaux. Mais c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, il me semble que c'est important de se poser les questions au minimum. Donc, on a fait dans EcoInfo, on a fait par exemple une proposition de documents pour évaluer, en tout cas réfléchir à l'évaluation environnementale des projets impliquant des méthodes d'IA.
où on propose justement des questions à se poser pour savoir si... donc, alors, c'était suite à la demande du ministère de la Transition écologique, mais ça a été un petit peu élargi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà les questions qu'il faudrait se poser avant de dire qu'un un système d'IA il va être bénéfique pour l'environnement. Et puis, un dernier cas que je veux évoquer, c'est celui des applications à la santé. Donc là, je ne vais pas détailler énormément, mais je vais renvoyer à une conférence Comprendre et agir de l'équipe STIP de Grenoble qui recevait une médecin épidémiologiste, Valérie Dacremont. Et alors, je m'excuse pour la simplicité du résumé de sa présentation qui est très très longue et qui parle de trucs super intéressants. Donc c'est clairement beaucoup trop simplifié, allez regarder la conférence complète. Mais globalement, elle pose la question du compromis à faire entre santé, technologie numérique en l'occurrence, et environnement. Et elle met en balance l'amélioration de la santé qui est permise par le programme qui a été mis en place par son équipe. Alors quand je dis programme, c'est vraiment un programme basé sur l'apprentissage d'un modèle d'apprentissage automatique et une application sur une tablette qui est donnée au centre de santé concerné. Et donc, elle met ça en balance, les vies qui sont sauvées grâce à ces mesures de santé et les décès qui sont dus à l'empreinte carbone et aux dommages environnementaux, sachant qu'en plus, ça touche les mêmes populations. Donc, voilà, je vous laisse aller regarder la conclusion qu'elle en fait, mais voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que même sur la santé, il y a des questions d'utilisation du numérique et de comment est-ce qu'on fait des compromis entre l'impact du numérique et les vies qu'on essaie de sauver. Voilà, alors pour pas poser que des questions, je voulais montrer aussi que certains collègues en informatique ont changé de thématique. Donc, par exemple, pour passer de la vérification de systèmes temps réel embarqué à l'analyse du potentiel de technologies smart, ou pour passer de langage de programmation, système d'exploitation pour des petites plateformes à de l'informatique frugale, ou encore pour passer alors j'y reviendrai après, mais je vais quand même donner d'abord mon exemple, parce que même si le but n'est pas du tout de me montrer en exemple, c'est juste pour vous dire que je suis aussi dans ce cas-là. Moi, je faisais du traitement automatique des langues et je suis passée à tout ce qui est évaluation d'impact environnementaux du numérique. J'ai commencé par co-encadrer une étude sur l'empreinte carbone du transfert de données sur le réseau Renater, enfin sur le cœur de réseau. Et maintenant, je travaille plutôt sur l'analyse des bénéfices de l'intelligence artificielle, bénéfices environnementaux. Et voilà, même si là, j'ai élargi un petit peu mes compétences récemment, puisque j'ai une doctorante qui commence à travailler sur la modélisation des impacts de la fin de vie des équipements numériques. Donc, c'est complètement autre chose, mais voilà. Et le dernier exemple que je voulais montrer, dont je voulais parler, c'était un collègue qui est passé de bioinformatique à la transition bas carbone de la recherche. Donc, je vais rebondir justement sur ce dernier exemple de changement de thématique pour focaliser sur une thématique un petit peu particulière de recherche, qui est la caractérisation et la réduction de l'empreinte des activités de recherche. Donc ça, c'est l'objectif du collectif Labo 1.5 dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et dont la spécificité, c'est de traiter cette question comme une question de recherche, enfin la question de la réduction de l'empreinte comme une question de recherche. Donc voilà, il y a, dans Labo 1.5, il y a un certain nombre d'équipes du groupement de recherche, et puis des équipes qui sont un petit peu hors GDR. Et puis, il y a eu un certain nombre d'articles scientifiques qui ont déjà été publiés, d'ailleurs. Donc, un sur l'évaluation de l'empreinte carbone de la recherche et un sur le lien entre empreinte carbone et visibilité. Donc, j'ai parlé jusqu'ici de thématiques de recherche, mais la recherche, ça a également sa propre empreinte environnementale. Et elle est loin d'être négligeable. Donc là, sur la gauche, je vous présente un exemple de graphe sur l'empreinte des missions des chercheurs. Donc là, c'est dans l'Université de Colombie-Britannique au Canada, mais il y a plusieurs études qui ont à peu près, plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, d'une part, que l'empreinte carbone des chercheurs liés aux missions, elle est très importante. Là, on est dans des moyennes à vue de nez entre 2 et 5 tonnes de CO2 équivalent par an. Et puis, d'autre part, que cette empreinte, elle est très inégalement répartie, et en particulier que l'empreinte, elle augmente avec l'expérience. Donc là, vous voyez que globalement, là, c'est l'expérience qui augmente, et vous voyez que la moyenne augmente aussi. Donc notamment, quand des personnes donnent l'argument qu'on ne peut pas réduire l'émission parce que c'est important pour les doctorants, on voit bien que là, ce n'est pas les doctorants qui posent le plus de problèmes et qui représentent la majorité de l'empreinte.
Voilà, bon, discuter de ce sujet-là d'émission, hein, c'est super clivant. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Voilà, il y en a, voilà, dans mon labo, on a fait une AG il n'y a pas très très longtemps pour discuter de ça. C'était un petit peu tendu dès qu'on a commencé à parler de mission. Et en fait, une des raisons, c'est qu'on se rend compte qu'on touche vraiment au cœur du métier de chercheur, ou en tout cas de sa visibilité. Donc il y a des études avec des résultats un peu variés là-dessus, mais là, sur la droite, je vous présente les résultats d'un travail de Labo 1.5 qui est parti de résultats d'une enquête sur plusieurs milliers de répondants dans l'enseignement supérieur et la recherche française. Il y a au moins, selon les questions, mais il y a au moins 1000 répondants à chaque fois sur les questions, donc ça permet quand même d'avoir un échantillon qui est assez intéressant. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation entre le nombre de trajets en avion et, donc là, en l'occurrence, le taux de publication dans les 3 dernières années, et pareil avec le H1X. Donc ça veut dire que discuter d'émissions, c'est pas juste discuter de la réduction d'émissions, ça nécessite aussi de questionner le cœur du métier, donc c'est pas du tout anodin. Je sais absolument pas combien de temps il me reste, puisque je n'ai pas regardé l'heure de début, mais c'est pas grave. Je continue à parler jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Très bien. Combien ? 5 à 8 minutes, parfait. Donc, je note quand même. OK. L'un des objectifs de Labo 1.5, c'était de caractériser l'empreinte carbone de la recherche française. Donc, on a commencé par la création d'une méthodologie spécifique au laboratoire de recherche de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a été un des premiers travaux de collectif. Et ensuite, ça s'est concrétisé dans un outil qui s'appelle GES 1.5, qui est mis en ligne et voilà, à disposition de tout laboratoire qui veut calculer son empreinte, qui va prendre en compte plusieurs postes, donc les consommations d'énergie, les déplacements professionnels et pendulaires, les achats. Alors là, il n'y a que les achats informatiques, le matériel informatique, mais ça a été étendu depuis. Et le but, c'est de faciliter au maximum la réalisation de ces bilans dans les laboratoires, donc notamment en fournissant de la documentation sur la démarche conseillée pour mettre en place ce type de bilan dans un laboratoire, en prenant en entrée les formats qui sont les plus simples, les plus possibles adaptés aux outils qui sont utilisés dans les laboratoires. Donc par exemple, pour les missions, il y a un export GESLab pour pouvoir mettre ça dans GES 1.5. Donc ça a permis de récolter énormément de bilans de laboratoires de recherche et de commencer à caractériser un petit peu l'empreinte carbone de la recherche française en fonction des disciplines, de la taille des laboratoires, du budget, bref. Et puis l'idée, c'est pas de s'arrêter non plus au bilan, donc il y a aussi tout un aspect expérimentation et transition dont l'objet est double, donc à la fois d'accompagner les laboratoires dans leur processus de transition et aussi d'étudier quels sont les processus, les démarches qui marchent bien dans les laboratoires, quels sont les freins et les blocages, etc. Et donc ça, c'est ce que je vous montre ici, c'est un extrait du kit Labo 1.5 qui a été mis en ligne il y a quelques jours et qui comporte des descriptions d'outils pour accompagner la transition. Donc là, c'est plutôt la partie sensibilisation. Donc il va y avoir des outils comme la fresque du climat ou 2 tonnes ou Mater en 180 minutes. Et puis, il y a aussi des outils plus contraignants, comme tout ce qui est taxe carbone, quota carbone, compensation carbone, en expliquant à la fois de quoi il s'agit et comment ça peut être mis en place dans un laboratoire. Et il y a tout un travail qui a été mené aussi sur les scénarios bas carbone, comment est-ce qu'on fait pour définir un scénario bas carbone pour son laboratoire. Et il y a un outil qui ne devrait pas trop tarder à sortir, en tout cas être rendu disponible dans l'année là-dessus. Parmi les travaux du collectif, je voulais aussi citer l'enquête dont je parlais tout à l'heure, avec notamment toute une partie du positionnement du personnel de la recherche par rapport aux enjeux climatiques. Donc là, à gauche, vous avez la réponse à une question qui demandait « Pensez-vous que l'urgence climatique exige des changements profonds dans la pratique de nos métiers ?» Et là, on voit qu'il y a une immense majorité qui est d'accord, ce qui recoupe d'autres enquêtes, à la fois dans des laboratoires plus précis ou dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il y ait consensus sur la façon dont on met en place ces changements, clairement. Et puis, ça ne veut pas dire non plus que dès qu'on pose des questions un petit peu plus individuelles, est-ce que vous avez réduit vos voyages parce que pour des raisons environnementales, etc. Bon, là, on voit que c'est un peu plus nuancé. Mais je trouve quand même que ça montre qu'il y a une volonté de faire évoluer nos métiers. Donc, ça se retrouve aussi dans d'autres contextes. Le Monde, par exemple, l'été dernier, a écrit un article sur les chercheurs qui sont tentés par la bifurcation écologique. Puis vous avez certainement entendu parler aussi du collectif Scientist Rebellion, qui est un collectif international de scientifiques qui appelle à informer sur la catastrophe climatique et à la résistance non violente.
Et cette bifurcation, redirection, en fonction de l'intention qu'on porte, on peut donner un nom différent, mais c'est pas simple. Ça nécessite de se former individuellement, collectivement. Ça nécessite de sortir de son champ disciplinaire. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, je vais juste simplement mentionner que, par exemple, il y a un groupe de travail qui s'appelle Politique environnementale du numérique dans le GDR Internet, IA et Société, qui est coordonné par Clément Marquet et Sophie Quinton et qui réfléchit donc de façon interdisciplinaire justement à la façon dont les technologies numériques incorporent et naturalisent un certain rapport à l'environnement et donc des politiques environnementales. Donc il y a plusieurs, je ne vais peut-être pas détailler tout ça, mais voilà, il y a plusieurs questions de recherche. Ça va être à la fois comment est-ce qu'on fait pour faire advenir des technologies plus sobres en ressources, comment est-ce que les outils de prévention et de régulation des impacts environnementaux sont pertinents et utiles pour l'action, etc. Enfin voilà, donc je ne vais pas tout détailler. Ce que je voulais, alors ça c'est pareil, Stéphane a dit à peu près la même chose tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'accepter que ce soit un processus qui est un peu long, qui prend du temps, et puis aussi le manque de compétences. Alors là, ça n'a pas été, ça a moins été dit, mais voilà, initialement, c'est pas forcément très simple et ça nécessite d'avoir des espaces pour s'exprimer. On a le droit de se tromper, voilà, et c'est entre autres un des espaces, qu'on peut utiliser pour ça, c'est un atelier qui a été créé avec Tanier et Sophie Quinton à la base pour INRIA Rhône-Alpes et puis qui a été fait dans pas mal d'endroits, pas mal de laboratoires maintenant en France. Et l'objectif, c'est de faire réfléchir le personnel de la recherche à la question est-ce que les résultats de nos recherches participent à la construction d'un monde qui correspond à nos valeurs? Donc c'est un atelier qui a lieu sur une journée, qui est divisé en plusieurs parties variées. Donc il y a une partie où on va discuter des raisons qui nous ont poussés à faire de la recherche scientifique pour faire ressortir les déterminants sociaux, économiques, historiques, tout ce que vous voulez. Une partie de réflexion sur nos valeurs et attachements avec lesquels on travaille. Une partie où on va se placer sur des questions comme est-ce qu'on est responsable des usages possibles de nos découvertes scientifiques? Et puis une partie de prospective aussi. Donc c'est intéressant. Il me semble que c'est un atelier qui est vraiment intéressant pour se poser des questions au minimum sur nos thématiques de recherche. Et puis ça fait ressortir aussi des questions sur le fonctionnement actuel de la recherche. Donc quand on en a fait un dans notre laboratoire, pas mal de choses qui sont sorties sur l'aspect suractivité, perte de collectif, etc. Et puis ça me semble... cet atelier, je pensais aussi une application des recommandations du COMET sur l'éthique environnementale de la recherche. Je trouvais intéressant de citer juste les 3 premières. Je ne vous ai pas tout mis, mais c'est juste pour signaler que y a justement la deuxième recommandation, c'est de multiplier les espaces de discussion pour débattre des enjeux et des contours de cette responsabilité. Voilà, sachant que la première, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait penser notre activité au regard des enjeux environnementaux, à la fois sur l'aspect pratique et sur l'aspect sujet de recherche et méthode. Et puis, la dernière, il s'agit d'outiller le débat d'un cadre méthodologique qui permet de mettre en balance l'ensemble des impacts négatifs et positifs d'une recherche. Et puis, pour terminer, je vais m'appuyer sur un article qu'on a écrit avec 3 collègues de mon laboratoire, qui est parti du besoin de plusieurs collègues d'avoir des recommandations très pratiques qu'ils pouvaient mettre en place. Il y en a beaucoup qui concernent les pratiques de recherche, comme le fait de privilégier le train à l'avion quand c'est possible, ou d'évaluer l'impact de ces expériences, par exemple. Il y en a qui sont plutôt sur les aspects formation, à la fois sur le fait de se former soi-même et puis de former les autres ensuite aussi. Il y en a qui concernent les thématiques de recherche, j'en ai pas mal parlé au début, en suggérant par exemple de poser des questions de recherche qui incluent les enjeux environnementaux. Et celle sur laquelle je voulais finir, c'est la première, qui indique qu'on n'est pas obligé de tout faire ou d'être parfait, qu'on peut tout à fait commencer par choisir ce qui nous parle ou ce qui nous semble le plus important, mais que c'est important de s'emparer du sujet. Et je vous laisse sur quelques petits liens utiles, à la fois donc Labo 1.5 et Atelier Sciences dont j'ai déjà parlé, et puis pareil, les ateliers d'écologie politique, alors à Técopole, Écopolien, qui est le francilien, et j'ai parlé plusieurs fois des conférences de Julien Carré, donc voilà.